La réplication de l'ADN. Allez. La phase de réplication est rapide et fiable. Rapide, c'est-à-dire qu'elle est réalisée très rapidement. Fiable, maintenant les enzymes ne réalisent pas d'erreur. Elle est fiable. Maintenant, il n'y a pas d'erreur. C'est très important. Maintenant, c'est un moyen de conservation de l'information génétique. Les enzymes ne se trompent pas ou, quand elles se trompent, elles arrivent à réparer leurs erreurs. C'est très important parce qu'il y a des enzymes qui se trompent beaucoup, comme Richard. Quelle est l'enzyme qui se trompe beaucoup et dont cette tromperie est très dangereuse pour mon organisme? Oui. Oui. En réalisant sa fonction, elle se trompe. C'est la transcriptase reverse du VIH. Elle se trompe beaucoup et ces erreurs, donc elle réalise beaucoup d'erreurs lors de sa transcription, de sa transcription inverse, elles sont responsables de la modification génétique du VIH. Donc il avait ce gène, mais il va avoir un autre gène. Pourquoi? Parce qu'elle s'est trompée en réalisant la transcription. La réplication de l'ADN, elle est fiable. Elle ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'à partir de ma molécule d'ADN, elle va m'avoir une autre molécule d'ADN identique. D'accord? Là, oui, le virus de la grippe, c'est parce qu'il a certains phénomènes, le shift et le drift. Excellent. Shift et le shift, donc c'est des moyens de changer. C'est pour cela que j'ai des épidémies de grippe chaque année. D'accord? On change de vaccin de grippe. C'est des gens qui codent pour l'hémagglutinine et la neuraminidase. D'accord? Hémagglutinine shift et drift et neuraminidase drift work. Seulement. Donc, la réplication de mon ADN, elle est fiable. Donc, à partir de ma molécule d'ADN, je vais avoir une autre molécule d'ADN qui est identique. D'accord? Très bien. La phase de réplication est rapide et fiable et correspond à la reproduction de l'ADN à l'identique. Durant cette phase, il peut y avoir des brassages, mais aucune information n'est perdue. La réplication s'effectue entre la phase G1 et G2 du cycle cellulaire, c'est la phase S. Donc, il peut y avoir des brassages. Des brassages, c'est des moyens de changement de localisation de l'ADN entre les bras. Un brassage, c'est un moyen de changer la localisation de l'ADN. D'accord? L'ADN change de localisation dans les chromosomes, mais il reste le même, dans la même cellule. D'accord? Il est conservé. Il peut changer de bras, mais il est conservé. On va voir le brassage. Hein? Le cross X. On l'appelle comme ça, non? Le cross. Oui, le brassage. On va le voir. Crossing over. Hi. Oui, j'ai confondu le nom avec une caractéristique de carte graphique. La 6870 de... C'est pas important pour vous. On peut réaliser avec un crossing file. Un crossing file, c'est le fait de prendre deux cartes graphiques au niveau d'un ordinateur et d'ajouter à cette carte graphique une autre carte graphique identique et de les lier. Donc vous aurez deux GPU, deux processeurs graphiques qui vont travailler très intensément et peuvent réaliser une fonction synergique qui est très efficace. C'est comme le principe de plusieurs cœurs dans un processeur, dans un CPU. Dans les CPU modernes, on peut avoir c'était des monocores. On a le principe de dual core, inventé qui a été établi par dual core par le géant de l'informatique, comment il s'appelle? AMD, d'accord? Vous ne connaissez pas AMD, ne suivez pas l'informatique, c'est pas important. Allez, on continue. Donc, le crossing over, il permet le brassage. Très bien. On va dire un tout petit rappel sur le cycle cellulaire. On ne peut pas dire G1, G2, S sans savoir ce que c'est. D'accord? Donc, il faut savoir que la vie, puisque vous m'avez dit que vous n'aviez pas fait le cycle cellulaire en cytologie, ce qui rend la tâche encore plus difficile. Vous n'arrivez pas à voir, je vais lire.
il faut savoir que la cellule vit, d'accord, elle vit, elle se divise. Au cours sa vie, elle est divisée en phases. Il y a l'interphase et la mitose. L'interphase et la mitose. D'accord? Donc, voici les différentes phases de la vie cellulaire, qu'on appelle cycle cellulaire. D'accord? Donc, vous voyez ici, j'ai I. Bon, c'est pas joli ce schéma. On va chercher un autre. Celui-là, il est mieux. Voilà. Donc, ici, c'est la phase G1. Ça, c'est la division cellulaire. G1, préparation de la duplication du génome, signaux de prolifération, point de restriction. Aussi, ici, au niveau du point de restriction, la cellule décide, elle vérifie si elle est prête à se diviser ou pas. D'accord? La phase S, il y a une duplication du génome, il y a aussi un point de contrôle qui va tout vérifier. Ensuite, la phase G2, où il y a une préparation de la division cellulaire. D'accord? Ici, c'est la préparation de la duplication de l'ADN. Et ici, c'est la préparation de la division cellulaire. La phase M, c'est la division cellulaire proprement dite. Et il y a aussi un point de contrôle. Vous voyez, ici, c'est un point de restriction qui interdit à la cellule de se diviser. Ici, c'est un point de contrôle qui va vérifier si il y a eu une bonne réplication. Ici, c'est un point de contrôle qui va vérifier si la cellule possède tous les moyens pour se diviser. Donc, il y a des points de contrôle très stricts et très précis. C'est pour cela que je n'ai pas de tumeur. D'accord? Je n'ai pas de néoformations qui apparaissent anarchiquement. C'est des moyens de contrôle très précis de la division cellulaire. Quand je perds ces moyens, quand la cellule commence à se diviser anarchiquement, c'est ça le cancer. D'accord? C'est ça la néoformation. C'est une cellule qui perd le contrôle de son organisme et donc qui commence à se diviser anarchiquement. D'accord? Très bien. On va lire un peu le cycle cellulaire. L'interphase est le moment où la cellule vit et effectue tout ce pourquoi elle est programmée. Elle se prépare aussi à se diviser. Les étapes de la division sont détaillées ci-dessous. Donc, j'ai une interphase et j'ai une mitose. D'accord? J'ai une interphase et j'ai une mitose. Mitose, c'est la division proprement dite. Vous l'avez vu, la mitose. Vous l'avez vu en terminale, même à la fac, vous l'avez vu. La mitose, une cellule qui se divise en deux cellules. On vous a dit que la mitose était précédée par l'interphase. C'est vrai ou pas? Avant la mitose, il y a l'interphase. Il faut savoir que l'interphase, proprement dite, elle désigne toute la durée de vie de la cellule. Donc j'ai un hépatocyte, une cellule hépatique. D'accord? Un hépatocyte, une cellule hépatique. Elle vit. Au cours de sa vie, lorsqu'elle synthétise des protéines, lorsqu'elle réalise des fonctions, elle synthétise des enzymes, elle renouvelle sa membrane. Cette étape, on l'appelle l'interphase. La vie de la cellule, c'est l'interphase. Une partie de l'interphase va constituer le début de la division. C'est pour cela qu'au cours de la mitose, on vous disait que la mitose était précédée par l'interphase au cours de laquelle il y avait un épaississement du matériel génétique pour que la cellule se prépare à sa division. Blablabla. Bla, bla, bla. Cette interphase qui fait partie de la division, elle fait partie de l'interphase qui est la durée de vie de la cellule. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? J'ai la durée de vie et à un certain moment, l'interphase, hop, elle va décider qu'il y ait une division cellulaire et elle va commencer à se diviser. D'accord? Très bien. Donc, l'interphase qui fait partie de la division cellulaire et l'interphase qui ne fait pas partie de la division cellulaire, les deux, je les appelle interphases. Donc, la cellule vit en interphase, et hop, à un certain moment, elle se décide de se multiplier. Elle décide de se multiplier. Et donc, elle va entrer dans l'interphase de division. Cette interphase de division, elle est constituée de plusieurs phases. La phase G1, la phase G2, bon, entre les deux, la phase S. Donc, G1, S, G2. G1, S, G2. G1, S, G2. D'accord? Donc, au cours de G1, j'ai une préparation de la duplication du génome. Au cours de S, il y a une division du génome. Au cours de G2, il y a quoi? Il y a une préparation de la division cellulaire. Ensuite, il y a la phase M. La phase M, c'est quoi? C'est la mitose. D'accord? C'est la mitose, c'est la division de la cellule. Donc voilà.
la cellule, elle varie entre G0 et G1. G0, c'est quoi G0? G0, c'est l'interface de la vie cellulaire. Hop, elle se décide de se multiplier. Elle entre dans G1, elle commence à se préparer. G1, puis S, puis G2, puis la mitose. Donc la cellule, soit, qu'est-ce qu'elle peut faire la cellule? Soit elle se divise et se différencie. Pardon, soit elle vit et elle se différencie. Tout ce qui est orange. Soit elle se multiplie. D'accord? Avant de se multiplier, elle doit se préparer à cette multiplication. Cette préparation à la multiplication, c'est une partie de l'interface. D'accord? Bleu, rouge et vert. D'accord? C'est l'interface de division. Ce n'est pas l'interface de vie. Ça, c'est l'interface de vie. Et ça, c'est l'interface de division. L'interface de vie, c'est la vie de la cellule. En bas, elle va décider de se multiplier. Elle entre vite. Elle entre dans l'interface de division. Elle commence à préparer le matériel génétique. Elle divise le matériel génétique. Et ensuite, elle va commencer... Si elle divise, elle duplique le matériel génétique. Elle va préparer la division cellulaire. Elle se divise. Est-ce que c'est clair? Donc il faut faire la différence entre l'interface qui est la vie cellulaire et l'interface qui est la préparation de la division cellulaire. On ne va pas lire, c'est suffisant pour que vous compreniez. C'est ça que j'ai voulu que vous compreniez. Vous pouvez chercher sur Internet. Si vous voulez plus d'explications après le rattrapage, faites le cours du cycle cellulaire, c'est important. Je ne sais pas pourquoi on vous l'a enlevé. On continue. La réplication de l'ADN doit respecter deux principes. Deux principes de la réplication. D'abord, c'est quoi la réplication? C'est un phénomène qui permet d'avoir deux molécules d'ADN identiques à partir d'une seule molécule d'ADN mère. Pourquoi? Pour qu'il y ait une division cellulaire. J'ai une division cellulaire. C'est quoi la division cellulaire? C'est quoi la mitose? C'est la capacité de former deux cellules filles à partir d'une cellule mère. C'est la capacité de former deux cellules filles à partir d'une cellule mère. Ces deux cellules filles, pour qu'elles deviennent des cellules vraies, elles doivent avoir leur matériel génétique. Le matériel génétique de ces deux cellules, il va venir d'où? Il va venir du matériel génétique de la cellule mère. Donc le matériel génétique de la cellule mère doit se diviser. En se divisant, il va donner deux ADN filles. Donc c'est le phénomène qui permet la réplication. C'est le phénomène qui permet la division d'une molécule d'ADN, dite molécule d'ADN mère, en deux molécules d'ADN identiques entre elles et identiques à l'ADN mère, qui sont dites ADN fille. ADN fille. D'accord? On continue. Quels sont les deux principes? L'ensemble du génome doit être répliqué à chaque division cellulaire. À chaque division, je dois répliquer tout l'ADN. ADN transcrit, non transcrit, codon, non codon. D'accord? Tout l'ADN doit être répliqué. Chaque molécule d'ADN n'est répliquée qu'une seule fois. Qu'une seule fois par cycle cellulaire. D'accord? Donc une molécule d'ADN, je ne la réplique pas plusieurs fois. C'est très dangereux. Je peux avoir 3 cellules à partir d'une seule cellule. Et ça, c'est une aberration. C'est une aberration. Donc je dois avoir 2 cellules filles à partir d'une cellule source. D'accord? Donc vous passez en rattrapage ou vous êtes admis en 2e année? Vous passez en biochimie. Et dans quel autre module aussi? Et vous aussi? Oui? Génétique, c'est trop facile. Vous pouvez facilement avoir de... Vous avez, comme si je puisse me permettre, vous avez combien de moyens généraux? Moyens généraux. Oui, et vous? Oui, très bien. Ça va être facile. Biochimie, génétique, anatomie, vous n'avez pas d'autres modules.
sur lequel miser. Oui, c'est très facile la physique. Professeur Sharaf, c'est très facile, vous pouvez facilement avoir plus de 15. Zédé. Vous avez une très basse note. Et je me dis le rattrapage parce que c'est difficile. C'est ce que je veux. Ah, je sais pas. Vous avez étudié, vous avez commencé l'anatomie. Il faut commencer. Même physique, coefficient 3 en tout maintenant. 2. Biophysique 3. Biophysique classe, vous l'avez. Physique, vous ne l'avez pas. Misez sur génétique, physique. Génétique, non, vous. Donc, misez sur biochimie et physique, vous faites un peu d'anatomie. Vous basez sur la génétique et la biochimie, c'est très facile. On continue. Exception. Les chromosomes polytènes sont soumis à des divisions sans mitose, endomitose, qui entraîne une accumulation de copies d'ADN dans la cellule. C'est quoi les chromosomes polytènes? Ce sont de l'ADN, ce sont des parties d'ADN présentes dans les cellules de certains organes, de larves, de diptères, blablabla. Ils correspondent à un certain nombre de copies de chromatides qui sont restées soudées entre elles. La coloration de faits de gènes, c'est pas important. Ces molécules de chromosomes polytènes, c'est quoi? On les appelle polytènes parce qu'ils sont soudés en plusieurs copies. Ces molécules, ces ADN, elles peuvent se diviser en dehors de la mitose. Elles ne sont pas présentes dans notre organisme. On les retrouve dans les larves. D'accord? Ce n'est pas important pour nous. Chromosomes polytènes, rappelez-vous que les chromosomes polytènes, ce sont des chromosomes qui peuvent se diviser en dehors de la mitose. Donc ils ne subissent pas la loi de la mitose. Le réplicant est l'unité de réplication de l'ADN eucaryote. Donc, la réplication, c'est le phénomène qui permet la division de l'ADN en deux molécules d'ADN identiques à l'ADN mère qui leur a donné naissance. Pour réaliser cette réplication, je dois utiliser une station, un quartier général, une unité de base dans laquelle je vais réaliser la réplication. Cette unité de base, je vais l'appeler réplicant. Le réplicant. L'inqisam, l'unité c'est le munqasim ou le maqsum. D'accord? Le réplicant c'est la cellule qui va c'est la partie d'ADN au cours de laquelle est réalisée la réplication. C'est ça le réplicant. C'est l'unité de réplication de l'ADN eucaryote. Il contient une origine et une terminaison. Ça c'est important, c'est les caractéristiques du réplicant. Il comprend une origine et une terminaison. Remarque, l'ADN prokaryote est circulaire et présente une seule origine de réplication. Vous voyez, je suis en train de parler de l'ADN eucaryote parce que tout simplement, mon organisme est constitué de cellules eucaryotes. Il est en train de comparer avec l'ADN prokaryote. Vous vous souvenez que l'ADN prokaryote, il est circulaire. Il n'a qu'une seule origine de réplication. Donc, il ne peut réaliser qu'une seule réplication à la fois. C'est lent, d'accord? C'est lent. Puisque le réplicant, il a une origine et une fin, c'est quoi l'intérêt d'avoir une origine et une fin pour le réplicant? Une origine, une fin. C'est-à-dire que lorsqu'il commence, il ne va pas parcourir toute la molécule d'ADN. Il va en parcourir juste une partie. Parce qu'il a une fin. Il commence ici et hop, il se termine ici. C'est quoi l'intérêt? Très bien. C'est la capacité de réaliser plusieurs réplications à la fois. D'accord? C'est la capacité de réaliser plusieurs réplications à la fois. C'est ça l'intérêt d'avoir plusieurs répliques. D'accord? En effet, l'ADN peut être répliqué à plusieurs endroits en même temps. Sans cela, la réplication de l'ADN eucaryote, notre réplication, devrait prendre 800 heures. 800 heures pour une réplication. Vous imaginez 800 heures? C'est combien 800 heures? C'est plus qu'un mois. D'accord? C'est plus qu'un mois pour répliquer une cellule. Char. C'est énorme. 800 heures. Sachant que la durée de vie des cellules, certaines n'atteignent pas le mois. D'accord?
Donc 800 heures, c'est combien? 24 heures, 240 heures, c'est 10 jours. Fois 3, c'est 720 heures. Donc, 30 jours, c'est 720 heures. Donc, c'est plus qu'un mois. شهر و60 ساعة. شهر 80 ساعة. Merci. Hi. Et l'homéostasie de l'organisme ne serait pas respectée. Je ne peux pas respecter l'équilibre de mon organisme avec des réplications qui durent 800 heures. L'ADN eucaryote présente plusieurs origines. Les réplicants sont des segments de taille variante entre 30 000 et 150 000 bases. D'accord? Donc je peux réaliser plusieurs réplications à la fois grâce à la présence de cette unité qui est dite réplicant et qui présente des origines et des terminaisons. L'origine de réplication n'est pas localisée au hasard sur la molécule d'ADN. Elle se présente sous forme de petites séquences répétées. D'accord? Les séquences répétées, on les appelle des séquences consensus. Des séquences consensus reconnues par des protéines. Donc c'est une séquence consensus. C'est quoi un consensus? Un consensus, c'est un moyen de nous mettre d'accord. Il y a un consensus international. Il y a un consensus entre moi et lui. Il y a un consensus entre la faculté de médecine d'Alger et ses étudiants. Un consensus, c'est un point d'accord. D'accord? Donc il y a un consensus entre nous. Très bien. Donc, c'est une séquence répétée qui permet à des protéines de la reconnaître. Elle mesure 200 paires de bases. 200 paires de bases, c'est quoi? C'est le réplicant ou le début du réplicant? C'est le début. On avait dit que les réplicants étaient constitués de 30 000 à 150 000. Le réplicant est constitué de 30 000 à 150 000 paires de bases. Son début, son initiation, elle est constituée de 200 paires de bases pour les prokaryotes et de 2000 paires de bases pour les eucaryotes. On oublie les prokaryotes, donc on dira que c'est 2000 paires de bases. 2000 paires de bases chez les eucaryotes. Donc voilà, ça c'est des origines. Ça c'est une origine, ça c'est une origine. Au moment de la réplication, elle est bidirectionnelle. Elle commence ici et ici. Ici et ici. Ici et ici. Jusqu'à avoir la réplication de toute la molécule de la Terre. Réplication. شوفوا ايش نعطينا demain. Replication bubbles. C'est des bulles de réplication. Là on les appelle œils de réplication. العوينات. D'accord? Ouais. Réplication bidirectionnelle. À chaque origine de réplication, il y a formation d'un œil de réplication qui s'agrandit tout le long de l'avancement au niveau des fourches de réplication. Donc j'ai une molécule d'ADN, une fourche de réplication, une autre fourche de réplication. Au niveau des fourches de réplication, il y aura allongement de l'œil de réplication. Il y a ainsi deux systèmes de réplication qui évoluent en sens opposé. On dit que la réplication est bidirectionnelle. La réplication est bidirectionnelle. Elle commence ici, elle va dans ce côté et dans ce côté. Il y a une réplication dans les deux côtés. La réplication est bidirectionnelle. Je prends la molécule d'ADN, je peux la lire vers ce côté ou vers ce côté. D'accord? La réplication est bidirectionnelle. On va voir comment elle peut être réalisée des deux côtés à la fois. Donc voilà. Ici j'ai pris une partie. Ici j'ai pris une direction ou les deux directions. Est-ce que j'ai pris une direction ou les deux directions? Dans ce schéma. Très bien, j'ai pris une seule direction. Bidirectionnel maintenant. Bidirectionnel veut dire que je prends la molécule d'ADN TI bidirectionnel. Que veut dire le mot bidirectionnel? C'est-à-dire que je prends la molécule d'ADN TI où je la lis des deux côtés à la fois. Ouais, la molécule d'ADN. D'accord?
Ça, c'est ma molécule d'ADN. Bidirectionnelle, c'est-à-dire que je commence ici, il y aura, elle est encore compactée. Donc je commence à lire vers ce côté, je commence à lire de ce côté. Ici, je suis en train de répliquer. Et je peux réaliser aussi une réplication de ce côté. Donc on dira qu'elle est bidirectionnelle. J'ai pris un seul côté, fait le schéma. Dans ce même côté, il doit y avoir une réplication des deux brins, parce que l'ADN est constitué de deux brins. Donc je réalise une réplication de ce brin, une réplication de ce brin, une réplication de ce brin, une réplication de ce brin. Les 4 brins sont répliqués en même temps. C'est ça la réplication bidirectionnelle. D'accord? Polymérisation unidirectionnelle et réplication semi-conservative. Les deux brins d'ADN sont associés de manière antiparallèle. On le sait, on l'a dit. Il y a un brin orienté dans le sens 3', 5' et un brin orienté dans le sens 5', 3'. Chacun des deux possédant une extrémité 5' phosphate et 3' OH du glucose libre. Du glucose, du pentose libre. D'accord? Du pentose qui est le ribose. D'accord? La polymérisation est unidirectionnelle. Par contre, la polymérisation, elle est unidirectionnelle. C'est quoi la polymérisation? La polymérisation est le fait de lier les nucléotides l'une avec l'autre pour former la chaîne d'ADN. La réplication est bidirectionnelle. La polymérisation n'est réalisée que dans un sens. La polymérisation est unidirectionnelle. La polymérisation est unidirectionnelle. La réplication est semi-conservative, se fait par copie d'ADN matricielle. Chaque molécule d'ADN initialement présente se séparera en deux brins d'ADN qui serviront de matrice aux deux brins néosynthétisés. D'accord. On dit qu'elle est semi-conservative. Pourquoi on dit qu'elle est semi-conservative? Pourquoi on ne dit pas qu'elle est conservative, totalement conservative? Que veut dire le mot semi-conservatif? Semi-conservatif, c'est-à-dire qu'elle conserve la moitié de ce qu'il y avait. Semi-conservatif, c'est-à-dire qu'elle réalisait la moitié de ce qu'il y avait. J'ai une molécule d'ADN. Ça, c'est une molécule d'ADN. D'accord? Elle va se diviser. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir ça. Il y aura une réplication. Donc, il y aura une réplication de cette chaîne. Elle me donnera ça. Il y aura une réplication de cette chaîne et elle me donnera ça. D'accord? Ensuite, ces deux ADN nouvellement formés, ils vont se séparer pour constituer deux cellules. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une division de ces deux ADN néoformés. J'aurai une molécule d'ADN et une autre molécule d'ADN. Donc j'ai formé deux nouvelles molécules d'ADN. Regardez la première molécule d'ADN. Ça, c'est la première molécule d'ADN. Et ça, c'est les deux molécules d'ADN nouvelles. C'est quoi la relation entre celle-là et celle-là? Celle-là, elle contient la moitié de celle-là. La 2 contient la moitié de la 1, ce qui est en noir. Et la 2' contient la moitié de la 1, et donc je dirais qu'elle est semi-conservative. Elle ne va pas conserver les molécules d'ADN, mais elle va en sauvegarder la moitié.
chaque cellule phi contient la moitié du matériel qui était présent dans la cellule mère. L'autre moitié, elle est nouvellement synthétisée. Elle est néosynthétisée. Donc je dirais qu'elle est semi-conservative. Elle ne jette rien. Elle prend ce qu'elle avait, elle le divise en deux. Une partie de une cellule, une partie elle la donne à l'autre cellule. D'accord? Réplication semi-discontinue. La synthèse de l'ADN se fait toujours dans le sens 5' vers 3'. On avait dit que la polymérisation était unidirectionnelle. La polymérisation est unidirectionnelle, elle se réalise dans le sens 5', 3'. La polymérisation est unidirectionnelle, elle est réalisée dans le sens 5', 3'. Ceci nécessite donc la présence d'un brin précoce au primaire, qui est le brin lu dans le sens de la fourche, et d'un brin tardif secondaire, qui est le brin lu dans le sens inverse. Donc j'ai un brin précoce, un brin tardif. Donc voici le sens de la fourche par exemple. Ici, quel est le sens de la fourche? C'est quoi la fourche? Vous connaissez les filles, vous connaissez les fourches. C'est quoi les fourches dans les cheveux? J'ai l'habitude d'entendre des filles dire les fourches, je ne sais pas. C'est quoi les fourches? Ah, très bien. Donc le cheveu, il est divisé par, principalement, vos gènes, ensuite par le calcaire de l'eau algérienne, ensuite par le soleil, ensuite par le mauvais shampoing. Tout ça, ça donne des fourches. C'est quoi les fourches? C'est les cheveux qui cassent dans son extrémité distale et qui devient un seul cheveu, devient plusieurs cheveux. Et donc, l'ADN aussi, il a des fourches, comme vos cheveux. Donc, c'est ça les fourches à l'ADN. C'est le fait qu'il se divise dans son extrémité. Donc, le sens de la fourche, c'est quoi? C'est le sens dans lequel s'ouvrent ou se décompactent les deux hélices. Donc, j'ai une hélice ici. Et ça, c'est la fourche. C'est les cheveux qui s'ouvrent. C'est l'ADN qui s'ouvre. Donc, le sens de la fourche, c'est quoi? C'est le sens d'ouverture de la molécule d'ADN. C'est le sens d'ouverture. J'ai deux brins d'ADN qui sont synthétisés en même temps. Un brin qui est synthétisé ici et un brin qui est synthétisé ici. Je suis d'accord. On est d'accord. Un brin qui est synthétisé ici, un brin qui est synthétisé ici. Donc, j'ai un brin qui est synthétisé dans le sens de la fourche. Et un brin qui est synthétisé dans le sens contraire de la fourche. Le brin qui est synthétisé dans le sens de la fourche est dit brin précoce. Pourquoi précoce? Parce qu'il apparaît très rapidement au cours de la synthèse. Le brin qui est synthétisé dans le sens contraire, pourquoi je dis sens contraire? Sens contraire parce qu'il y a une orientation. Ça, c'est 3', 5'. Et ça, c'est 5', 3'. Ils sont antiparallèles. Donc, soit il y a le sens de la fourche, soit il y a le sens contraire. Donc, j'ai une molécule d'ADN qui est synthétisée dans le sens de la fourche, et j'ai une molécule d'ADN qui est synthétisée dans le sens contraire de la fourche. Contraire à la fourche. Au sens d'ouverture de la fourche. D'accord? Donc, le brin qui est synthétisé à partir du brin qui est dans le sens de la fourche, c'est le brin précoce. Le brin qui est synthétisé dans l'autre côté, c'est le brin tard. D'accord? Elle se fait dans quel sens la polymérisation? Dans le sens? Dans le sens? Dans le sens? La lecture ou la synthèse? Oui. Très bien. La synthèse se fait toujours dans le sens 5', 3'. Donc ici, elle se fera comment? Dans le sens 5', 3'. Je dois synthétiser une nouvelle molécule d'ADN en commençant dans la molécule que je suis en train de synthétiser. En synthétisant une molécule d'ADN, je dois commencer par l'extrémité 5'. Pas dans celle que je lis. Dans celle que je lis, je vais commencer alors par quoi? Dans le sens 3'. D'accord? Dans le sens 3'. Puisque je dois commencer ma molécule dans le sens 5'.
C'est-à-dire que je dois commencer à lire par le sens 3'. D'accord? Donc, je dois commencer par 5'. Ma molécule commence par... c'est la molécule néosynthétisée. Puisque je dois commencer par son 5'. C'est-à-dire que je dois commencer à lire par 3'. La lecture. Donc, je vais dans le sens contraire. Dans le sens contraire, je commence à synthétiser ici. Donc ici, c'est quoi? C'est 5'. Donc je dois commencer à lire dans 3'. Ça, c'est le sens de polymérisation. Elle est bidirectionnelle parce qu'elle est réalisée de ce côté et de ce côté. De ce côté, ça sera quoi? Ça sera l'inverse. D'accord? J'ai une extrémité 5', j'ai une extrémité 3'. J'ai une extrémité 3'. La lecture qu'on a se fait dans le 3'. Donc quand je prends l'autre molécule, ici, ce sera quoi? Ce sera l'extrémité 5'. Et de l'autre côté, ce sera l'extrémité 3'. Et en bas, j'ai commencé dans le sens contraire. D'accord? Ou c'est le sens de la fourche. D'accord? Dans l'autre côté, il y aura aussi un sens de la fourche. Il y aura aussi un sens contraire. Ce sera l'inverse. D'accord? Ce sera juste l'inverse. Il n'y a pas de schéma. Je vous représente si vous voulez pour mieux comprendre. Je ne sais pas. C'est le sens, c'est la fin 5'. Si j'allonge la molécule T, si je prends mon molécule et que je l'allonge, d'accord? Je prends ça seulement. Je prends ma molécule et je la range. Comme ça. D'accord? Ici, c'est 5'. C'est la terminaison 5'. Donc ici, c'est 5'. Je ne fais qu'allonger. D'accord? Ici, c'est 3'. Donc ici, c'est quoi? C'est 3'. Si je commence la lecture, ici, j'ai commencé par ici. Donc ici, qu'est-ce que je l'appelle, cette terminaison? C'est 5'. Et ici, c'est quoi? C'est 3'. Vrai ou pas? Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette fourche? Je vais commencer à lire par 3'. Pour commencer à synthétiser par 5'. Donc ici, ce sera le précoce. Et ici, ce sera le tardif. Ici, c'est l'inverse. Là, c'est le précoce. Et là, c'est le tardif. Donc, elle est réalisée dans les deux sens, mais j'inverse de sorte à ce que je lise toujours dans 3', 5', et que je synthétise toujours dans 5', 3'. Vous n'avez pas compris? Je reprends. L'extrémité, je dois commencer à synthétiser ma molécule. Il y a une seule règle. Je dois commencer à synthétiser ma molécule d'ADN par son 5'. D'accord? Ici, dans l'ancienne molécule, dans l'ancien ADN, celui que j'ai collé, ici c'est 5'. J'enlève tout, j'enlève. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici c'est 5'. D'accord? Et ici c'est 3'. Je dois commencer la synthèse par un 5'. Je vais lire où? Je vais lire dans le 3'. Donc je prends le 3' et je le lis. Et je commence à lire. Donc ça c'est le bras précoce, celui dans le sens de la fourche. D'accord? Je le lis directement. Celui qui est dans le sens contraire, je dois commencer à lire dans le 3'. Pourquoi? Pour synthétiser dans le 5'. Donc 3', il est où? En haut, il est où le 3'? Ici ou ici? Ici c'est une extrémité 5'. Elle est où la 3'? Elle est ici. Donc je vais commencer à lire ici. Et je synthétise dans ce sens. Voilà. D'accord? Ça c'est le sens contraire à la fourche. Ça c'est le bras tardif. Ça c'est le bras précoce. Voilà.
Donc ici, si j'allonge, et j'allonge, j'aurai ici la terminaison toujours 3', et ici 5'. Donc ici c'est le sens 3', et ici c'est 5'. Et là je dois commencer à lire dans le 3'. Donc ici c'est le sens de la fourche, et ici c'est le sens direct. Donc là, c'est ici le brin précoce, et ça c'est le brin tardif. Donc la synthèse, elle est bidirectionnelle, la lecture, elle est unidirectionnelle. Je dois lire, où ça? Je dois lire dans le sens 3', 5', pour synthétiser des molécules 5', 3'. Brin précoce, brin tardif. On va voir pourquoi le brin tardif est nommé brin tardif. Parce que sa synthèse nécessite beaucoup plus de temps. Pourquoi elle nécessite beaucoup plus de temps? Parce que je suis en train de lire dans le sens inverse. Je vais le faire en de petits fragments, que j'appelle les fragments d'Okazaki. Et c'est les fragments d'Okazaki qui vont être reliés l'une avec l'autre pour constituer le brin tardif. On va voir tout ça en détail. Tu te souviens des charts de brins d'Okazaki, des segments d'Okazaki? Ça fait si longtemps. Donc, la réplication est semi-discontinue. La synthèse de l'ADN se fait toujours dans le sens 5', 3'. D'accord? La synthèse, la molécule nouvellement formée, elle est synthétisée dans le sens 5', 3'. Les fossettes, il y a un moyen d'avoir des fossettes. Pour ceux qui en veulent. En général, on n'en veut pas. Vous connaissez les fossettes? Certaines personnes, lorsqu'elles sourient, elles ont un trou dans la joue. Oui. Un peu comment? On appelle? Des? En anglais? Ah, merci. Je crois que c'était un mot algérien, parce qu'elle a dit oui. Je ne connais pas le mot. Dimpose. Dimpose. Comment peut-on avoir des dimposes? Non, c'est pas chimie, ça va être génétique. C'est en souriant beaucoup. Oui. Et en vieillissant aussi. Donc la réplication, elle est semi-discontinue. Pourquoi je suis en train de parler de... La synthèse de l'ADN se fait toujours dans le sens 5' vers 3'. Ceci nécessite donc la présence d'un brin précoce dans le sens de la fourche et d'un brin tardif dans le sens secondaire, qui est le brin lu dans le sens inverse, d'accord, de la fourche, et qui est un brin discontinu. On va le voir. On parle aussi ainsi de réplication semi-discontinue. La synthèse dans le sens de la fourche, elle est réalisée directement, de façon continue. Dans le sens inverse, elle est réalisée en de petites pièces. Regardez, la première pièce, la deuxième pièce, la troisième pièce, la quatrième pièce. Vous voyez, elle est réalisée de façon discontinue. Et puisqu'une partie de la chaîne d'ADN, elle est synthétisée de façon continue, l'autre partie de façon discontinue, je vais dire que la synthèse est semi-discontinue. Elle est semi-discontinue parce qu'elle est contenue dans un côté et discontinue dans l'autre. Elle est donc semi-discontinue. Elle est donc semi-conservative, bidirectionnelle, synthèse dans un seul sens et semi-discontinue. Maintenant, vous voyez, vous pouvez donner un sens à chacun de ces termes et vous n'allez jamais les oublier. Elle est semi-conservative, on a vu pourquoi. La lecture est bidirectionnelle. La polymérisation est unidirectionnelle. Elle est semi-discontinue parce qu'elle est réalisée de façon continue dans un brin et de façon discontinue dans l'autre brin. D'accord? Très bien. Les enzymes, les ADN polymérases, généralité, les ADN polymérases ou des oxynucléotidyl transférases, c'est des transférases de nucléotides, transférase de désoxynucléotidyl. Pourquoi désoxy? Parce que c'est de l'ADN.
Donc il contient du désoxyribose. Donc sa nucléotide, je vais l'appeler désoxynucléotidyle transférase. Elle va transférer les nucléotidyles et les lier l'une avec l'autre. Ce sont les enzymes responsables de la polymérisation des nucléotides lors de la réplication de l'ADN. Lors de la réplication, pas de la transcription. Lors de la réplication. Comment on les appelle les ADN? Polymérase. Elles vont polymérer des molécules d'ADN. Elles vont polymérer des nucléotides pour former de l'ADN. C'est des ADN polymérases. Comment on les appelle? Polymérase. Très bien, très bien. Les ADN polymérases prokaryotes, sont de trois types. Prokaryotes. 1, 2 et 3. Les ADN polymérases eucaryotes sont de 5 types. Alpha, bêta, delta, epsilon et gamma. D'accord? 5 types chez les eucaryotes. 5 types chez les eucaryotes. Les ADN polymérases nécessitent un certain nombre de conditions d'activité. Donc, pour pouvoir réaliser leur fonction, elles ont besoin de conditions. C'est quoi leurs conditions de travail? Les 4' désoxyribonucléotides, les 4 désoxyribonucléotides 5' triphosphate, elles doivent être présentes. C'est-à-dire que je dois avoir du désoxy-ATP, du désoxy-CTP, du désoxy-TTP, du désoxy-GTP. D'accord? En quantité équimolaire, c'est-à-dire en quantité équivalente, parce que je ne sais pas de quoi va être constituée ma molécule d'ADN. Pourquoi je n'ai pas du DUTP? Why isn't there UTP? Why? Parce que l'UTP n'entre pas dans la synthèse de l'ADN, tout simplement. Très bien. Des ions de magnésium qui stabilisent l'ADN et les protéines. Très important le magnésium. Une matrice d'ADN monobicaténaire. C'est la base à partir de laquelle je vais synthétiser la nouvelle molécule. Une amorce d'ADN ou d'ARN ayant une extrémité OH libre. Donc avant de commencer à polymériser, je dois avoir une polymérase. C'est quoi une amorce? C'est quoi l'amorce dans le schéma? C'est cette partie rouge au début. C'est cette partie rouge. Ça vous rappelle quoi, le rouge puis le bleu? Cette bande rouge puis bleue, ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle rien? La première personne qui s'en rappellera va rire. Vous, ça vous dit quelque chose? Rien. Non? Là? Gomme? Non. Oui, peut-être. Les paquets de gâteaux, pour les ouvrir, il y a toujours une amorce comme ça, un début rouge, puis du bleu. On ouvre et ça s'ouvre. Le fromage, la boîte de fromage, la vache qui rit. Richard, en ouvrant une boîte de fromage, il y a une petite ficelle qu'il faut prendre, il faut enrouler. Bon, nous les Algériens, nous faisons. Le gâteau aussi. Oui. Les biscuits, oui, je parle de biscuits. Prince, Major, tout ça, ils contiennent une ficelle. Bon, là, on ne connaît pas parce qu'on déchire. Donc, il suffit de prendre la ficelle et hop. Donc, c'est une amorce. C'est le début de la ficelle. Ici, il faut qu'il y ait une amorce. C'est cette partie rouge. Ça vous dit, Bimo, c'est l'effet des visages souriants. On va les faire. Oui, le bleu, merci. Quel le bleu, le vert ou le jaune? C'est trop tard, là. Oui, voilà, là j'ai le bimo le qdem. Oui, il faut déchirer. Bimo ta coupe du monde. C'est un moyen très utile de gérer les petits enfants. Qui dit le rachid, ça, c'est pas cher et c'est qu'on t'aime beaucoup. Donc on est une bsaf de bimo, on donne notre latte. Ouais. Mais c'est bon, c'est quand même bon. D'accord? On va se concentrer. Donc, il y a une amorce qui doit être présente pour ensuite ça a marqué notre enfance.
je dois avoir une amorce à partir de laquelle je vais commencer la synthèse. Très bien. Donc ce sont les conditions. Vous devez le connaître par cœur. Activité des ADN polymérases. Activité des ADN polymérases. On a vu les conditions de travail. On va voir leur activité. C'est quoi leur activité? C'est la catalyse. C'est la catalyse. Les ADN polymérases ont des activités bien spécifiques. Ils ont une activité bien spécifique. Une activité polymérasique 5'3', c'est la polymérisation. On avait dit que la polymérisation était toujours réalisée du sens 5' vers 3', du 5' vers le 3'. Donc ils vont réaliser une polymérisation dans le sens 5', 3'. C'est leur activité principale, on vous dit. Une activité exonucléasique. Une activité exonucléasique. C'est quoi exonucléasique? C'est-à-dire qu'elle est capable de dégrader des acides nucléiques, plutôt de dégrader les nucléotides. Elle est capable d'enlever les nucléotides. Ça, exonucléasique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'enlever les nucléotides des extrémités. D'accord? Exo, c'est-à-dire la partie externe. Ça veut dire les extrémités. Donc, une activité exonucléasique est une activité de dégradation du nucléotide contenu dans l'extrémité de la chaîne. Exonucléasique. Exonucléasique, qui correspond à la dégradation d'une des extrémités du branion synthétisé de l'ADN lors de la réplication qui peut être de deux types. Donc, je suis en train de répliquer, je suis en train de synthétiser des nouvelles molécules d'ADN. En synthétisant les nouvelles molécules d'ADN, je suis en train de leur ajouter des nucléotides dans leur extrémité. En ajoutant ces molécules à leur extrémité, je peux les enlever. Il y a deux types d'activités exonucléases, soit de 3' vers 5', soit de 5' vers 3'. On commence celle de 3' vers 5'. L'activité exonucléasique 3', 5' de l'extrémité 3'OH permet le proofreading. Le proofreading qui correspond à la correction des mauvais appariements de base en cassant la liaison phosphodiester et en remplaçant la nucléotide mal appariée. Donc je suis en train de lier et hop, à un certain moment elle se trompe. Elle crée une mauvaise liaison phosphodiester. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle la casse et elle refait une nouvelle liaison. Vous voyez pourquoi on dit que la réplication est fiable? Elle est fiable parce qu'elle corrige ses erreurs. Elle corrige ses erreurs. Lorsqu'elle se trompe, il y a des moyens de correction. Comme cette activité exonucléasique qui enlève la molécule mal appariée. De 5' vers 3', l'extrémité 5' phosphate, lors de la jonction des segments d'ADN synthétisés sur le brin retardé. Donc, lorsque je lis ces différentes molécules, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, je peux utiliser une activité 5' nucléasique pour dégrader les mauvaises paires de bases, les mauvaises nucléotides pour relier les bonnes nucléotides l'une avec l'autre. D'accord? L'ADN polymérase prokaryote dans la réplication sont de trois types, mais on les aborde très rapidement. C'est pas important les prokaryotes, mais bon. Les ADN polymérase 1, enzyme de Kornberg. Attention, vous les apprenez. On peut vous y poser des questions. Elle présente l'activité polymérasique 5', 3', ainsi que les activités exonucléasiques 5', 3', et 3', 5'. Donc elle possède les trois activités. Les deux exonucléasiques et la polymérasique. La vitesse de synthèse est faible. Elle est de 20 nucléotides par seconde. Elles sont utilisées dans la réparation de l'ADN, ainsi que pour combler les brèches laissées par l'ADN 3, par la polymérase 3. Donc elles sont utilisées surtout dans la réparation et dans la compensation de 3. Elle répare et elle aide la 3. La 1, qu'est-ce qu'elle fait la 1? La 1 répare et aide la 3. La 1 répare l'ADN et aide la 3. Elle répare l'ADN et elle aide la 3. Les ADN polymérase 3 ou enzymes cœur sont des multimères hétérogènes de gros poids moléculaires, qui sont responsables de la synthèse des fragments longs de l'ADN. C'est les principaux synthétiseurs de l'ADN. Ils ont une vitesse de synthèse rapide,
environ 1000 nucléotides incorporés par seconde. Vous voyez, entre 20 nucléotides par seconde et 1000 nucléotides. Ainsi qu'une grande processivité. C'est quoi la processivité? C'est la capacité de réaliser une fonction. Je vous c'est quoi la processivité? 105 nucléotides par événement. 105 nucléotides par événement. C'est quoi l'événement? L'événement, c'est une action de l'enzyme. Par exemple, l'enzyme, elle fait ça. J'ai une enzyme, sa fonction, c'est de faire ça. C'est ça le travail de l'enzyme. Donc, une action de l'enzyme, déjà, une seule de ces actions, elle lie 105 molécules, 105 nucléotides. Donc, quand elle fait un seul mouvement, et elle réalise des mouvements répétés, elle réalise ça. Chaque événement, il est responsable de la liaison de 105 nucléotides. 105 nucléotides. D'accord? Oui, elle peut lire 1000 nucléotides par action, par événement. D'accord? Pardon, elle peut lier 1000 nucléotides par seconde. Ou chaque seconde, ou chaque événement, il lit 105 nucléotides. Je vous pose une question. Il y a combien d'événements par seconde? Très bien. C'est 1000 divisé par 105. D'accord? 9, d'accord? Donc en une seconde, elle fait ça. Très rapidement. Et donc, en réalisant ces mouvements rapides, elle peut lier rapidement des nucléotides. Donc non seulement chacune de ces actions est responsable de la fixation de 105 nucléotides, mais en plus, elle peut réaliser presque 10 réactions par seconde. Donc les résultats finaux, c'est quoi? C'est la capacité de lier 1000 nucléotides par seconde. D'accord? Donc elle est très rapide. Est-ce qu'on est d'accord? Quelque chose me dit de vous ramener demain, Inch'Allah, vous. Pour terminer le cours. Ou ça, je sens ça comme quelque chose sur le dos. Donc peut-être qu'au lieu de faire HHH avec les deuxièmes années de Inch'Allah, on continuera les nucléotides. Ou Madeleine dit, on fera HHH. Jeudi, on terminera HHH. On fera ça. Vous êtes capable de venir demain. Vous êtes prêt de venir demain. Peut-être qu'on terminera demain. Parce que si on enchaîne bien, on pourra terminer demain. Ah non, on pourra pas. On pourra pas parce que vous avez autre chose. J'ai oublié. Vous aurez... Qu'est-ce que vous aurez? Non, chimie, je l'ai envoyé à jeudi. Vous aurez chimie jeudi. Vous aurez biostat. Vous n'avez rien demain. Parce qu'il y a les troisièmes et les deuxièmes. Donc j'ai tout envoyé à jeudi. Je peux profiter de la séance. Lundi, il y a biostat, oui. Ou jeudi, vous aurez chimie. Ce sera la dernière séance. Voilà. Biochimie, soit c'est demain, soit c'est ça. Vous préférez demain ou samedi? On va voir. Allez, on va essayer de le faire. Pardon? Et vous êtes arrivé à l'entendre de là-bas. Vous avez dit ça, Mat? Oui, mais bon. On fait avec. Oui, ça c'est important. D'accord, on aura un module qui est prêt, comme les enregistrements. Donc voilà. Mécanisme de réplication prokaryote chez les G. On va essayer d'avancer plus rapidement. La synthèse doit respecter certaines propriétés. Les deux fourches réplicatives doivent migrer dans des sens opposés, comme on vient de le dire.
La synthèse de l'ADN se fait dans la direction 5', 3', comme on vient de le préciser. Et ainsi, le brin matriciel est lu de 3' vers 5'. Il est lu dans le 3' vers 5'. On l'a aussi mentionné. Les deux brins d'ADN sont antiparallèles et synthétisés simultanément. Très bien. Les différentes protéines mises en jeu. Les protéines de reconnaissance reconnaissent les sites d'initiation et de terminaison. Donc elles vont reconnaître les sites d'initiation et de terminaison pour lier l'enzyme ou bien la détacher. D'accord? Les hélicases, hélice-ase. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déshélicer. D'accord? Elle va rompre les liaisons entre les deux brins de la même hélice. Ou DNAB. Déroule la double hélice par rupture des liaisons hydrogènes présentes entre les deux brins de l'ADN avec consommation d'ATP. Vous voyez, c'est énergétique, hein? Ça nécessite de l'ATP. Les protéines SSB, Single Standard Binding Protein, ont une forte affinité. Pourquoi? Pour l'ADN simple brin. Donc elles prennent l'ADN simple brin et elles s'y lient. Pourquoi? Pour empêcher la reformation des hélices. Donc dès que je l'ouvre, hop, je mets quelque chose pour le fixer. Même chose. Le meilleur exemple, c'est comme quand vous êtes chez la coiffeuse. Pas chez le coiffeur, chez la coiffeuse. Donc la coiffeuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des parties de cheveux et elle les tire avec du séchoir. Je ne sais pas si les coiffeuses elles utilisent toujours le séchoir ou le capabilis bark. Séchoir. Bref, elle utilise le sèche-cheveux et hop, elle tire. En bas, elle prend avec la partie et elle y fixe un grappin. Voilà, on appelle ça un grappin. Comment on appelle ça? Une pince, voilà, une pince à cheveux. Une pince à cheveux. Et cette partie, elle la laisse. Donc elle est prête. Elle prend une autre. Elles font ça ou là? Elles font ça. Donc voilà, elle sépare et en réalisant sa fonction qui est de tirer les cheveux, de casser les liaisons hydrogènes pour avoir les cheveux raides. Donc elle va les cheveux tirés, elle va les rassembler pour qu'elles ne se mélangent plus avec les cheveux frisés qui restent. Comment ça? Ah, tu les frisés. D'accord, l'essentiel, il y a quelque chose pour empêcher qu'il y ait un remix des cheveux frisés et pas frisés. Donc on lie les cheveux frisés ou pas frisés, je ne sais pas. Elle devrait lier bon, c'est son travail. Chacun sa spécialité. Donc elle prend les cheveux frisés et elle les lie et elle en enlève des parties pour les tirer. Hop, elle enlève. Donc il y a toujours un moyen de relier et de séparer les parties. Même chose. Les SSB, qu'est-ce qu'elles font? Une fois l'ADN détaché l'une de l'autre, elle va lier des protéines pour empêcher qu'il y ait un remélange des deux hélices, des deux brins de l'hélice. D'accord? Donc j'ai l'hélicase, j'ai l'SSP. Et j'ai les protéines de reconnaissance. Protéines de reconnaissance, qu'est-ce qu'elles font? Elles reconnaissent le début et la fin. L'hélicase, elles séparent. Les SSB, elles se fixent sur les simples brins pour empêcher qu'il y ait refixation. La primase est une ARN polymérase ADN dépendante qui synthétise l'amorce. Donc, l'amorce, elle est constituée de quoi? D'ARN. L'amorce est constituée d'ARN. C'est quoi la primase? Primase, elle synthétise le primer. Elle synthétise quoi? Le primer, qui est l'amorce. L'amorce, elle est quoi? Elle est synthétisée à partir de quoi? À partir d'ARN. Donc, c'est quoi une transcriptase? Elle prend de l'ADN. Elle synthétise à partir de l'ADN de l'ARN, une toute petite partie d'ARN. Cette petite partie d'ARN, elle va permettre à la polymérase de polyméraser, de polymérer d'autres molécules d'ADN. Donc je commence comment? Je prends, il y a une autre protéine, la topoisomérase, relâchant les contraintes de torsion. Donc quelle est la première enzyme à agir? C'est la topoisomérase. La topoisomérase commence à défaire les compactations. La topoisomérase. Ensuite vient l'hélicase, elle casse les hélices. D'accord? Ensuite vient les SSB, qui se fixent. D'accord? Ensuite vient la primase. D'accord? Ensuite il y a les protéines de reconnaissance. Ensuite vient la
l'action de polymérisation commence. L'action de polymérisation commence. D'accord? Ça, c'est le réplication. Voyez, ça, c'est l'ADN polymérase. C'est la dernière à agir. La rouge. Donc, topoisomérase, hélicase, les protéines de reconnaissance, les SSB et la primase. Il faut les connaître. Très bien. Les ADN ligases catalysent la formation de la liaison phosphodiester. L'ADN ligase, c'est elle qui est responsable de la fonction proprement dite de polymérisation. Elle va commencer à lier les nucléotides en lisant l'ADN. Voilà. Donc les ligases, elles défait les lisses. Ensuite, les SSB vont les laisser détacher, c'est des pinces. Et hop, il y aura l'ADN polymérase qui va synthétiser une nouvelle molécule. D'accord? Ça, c'est le bras indirect. Ça, c'est le bras indirect. Donc la synthèse, elle se fera dans ce sens. D'accord? Par des petits fragments. Ces petits fragments, je les appelle fragments d'Okazaki. Fragments d'Okazaki, la synthèse n'est pas directe. Dans le sens direct, la synthèse est continue. Dans le sens indirect, la synthèse est discontinue. D'accord? Origine et terminaison chez Escherichia coli. L'origine de la réplication possède une séquence répétée. Une séquence répétée de 13 paires de bases riches en thymine. Vous voyez, c'est des séquences kiff-kiff, des séquences consensus. L'origine, c'est une région constituée de 13 paires de bases de thymine. C'est pas important, ne retenez pas ça. Ainsi qu'une séquence GATC présente une dizaine de fois. Bon, apprenez-les, on sait jamais. Agla. Les terminateurs, mais je ne sais pas quel genre de questions on peut vous poser. Donc, est-ce qu'on peut vous demander des choses pareilles? On va vous poser des questions sur les enzymes, ADN, polymérase, d'accord? Donc il faut connaître les réactions surtout. Ça, non. Le terminateur mesure 350 kilobases. Il est composé de 7 séquences qui sont identiques de 23 paires de bases. D'accord? Ouais. Les étapes de la réplication prokaryote. Ouverture de l'hélice et formation de la fourche, permise par reconnaissance de l'origine de réplication par l'ADN A. Les topoisomérases relâchent les contraintes topologiques ou bien topographiques. On les a vus, on a les topoisomérases commencent à défaire les structures complexes. Ensuite, il y aura les protéines de reconnaissance. L'ouverture de l'ADN entraîne la formation de l'œil de réplication et des fourches de réplication. 2 fourches de réplication, une fourche dans chaque sens. Les hélicases DNA B permettent le déroulement des 2 bras. Les topoisomérases permettent d'enlever les contraintes essentielles à l'avancée de l'hélicase. Donc, vous voyez, la topoisomérase agit avant l'hélicase. La topoisomérase agit avant l'hélicase. La topoisomérase agit avant l'hélicase. D'accord? Vous avez tous une topoisomérase et une hélicase. Kif kif, un autre exemple. Quel est le meilleur exemple de la topoisomérase et de l'hélicase? Non, pas les forces de cheveux. Les écouteurs. Les écouteurs, quand on les met dans nos poches, elles deviennent comme ça. D'accord? On va commencer à les défaire. Donc on commence à défaire les grandes compactations. Ensuite, les petites. Donc les grandes compactations, c'est la topoisomérase. Les petites, c'est l'hélicase. Donc, oui. Oui, si on peut nommer ça comme ça. Ça n'existe pas secondaire primaire. Ça, c'est la structure primaire. Il n'y a pas de notion de. Ce n'est pas des protéines, d'accord? Donc ça,
Voilà, à la SAD. Il faut être fou pour enrouler son écouteur. Donc voici mon écouteur. La première action, c'est l'action de la topoisomérase. La topoisomérase défait les grandes compactations. Il fait ça, ça, ça. Ensuite, vient l'action de l'hélicase qui va défaire les hélices pour former à partir de chaque hélice 2 simples brins. D'accord? Tac. Donc il y a au début action de la topoisomérase qui transforme ça en ça. Ensuite l'action de l'hélicase qui transforme ça en ça. D'accord? Écouteur. Richard, vous avez dormi à quelle heure? Vous avez dormi à quelle heure? Oui. 2 heures du matin. Vous vous êtes réveillé à 8h moins quart. Et votre bébé? Réveillé à c'est pas la vérité. 1h, 7h. 23h. 23h, 23h. 23h, 7h. Mais bon. Vous êtes 3-5. Vous êtes podcast. Taouage. Vous avez un cours. 3h à 5h. Si. À côté, 1h, 5h. C'est bien. C'est très bien. وشنو صحيتي نسيتي معلش on continue. Vous m'avez l'air quand même très fatigué. Allez, on se concentre. On s'est reposé par cette pause. Un podcast scientifique. Élongation du brin précoce. Donc là, on a terminé le déroulement. Donc élongation du brin précoce dans le sens de déplacement de la fourche. D'accord? Il y aura une élongation du brin précoce. C'est quoi l'élongation du brin précoce? Je commence à synthétiser ma nouvelle molécule d'ADN. Le brin matrice au brin précoce est lu dans le même sens, 3' vers 5'. On a dit qu'il faut toujours synthétiser dans le sens 5', 3' et lire dans le sens 3', 5'. Au niveau de l'origine de réplication, les ADN polymérases nécessitent une amorce qui sera mise en place par les primases, synthétisant le primer qui est l'amorce. Cette amorce sera de l'ARN. L'ADN polymérase 3 sera responsable de l'initiation et de l'élongation du brin précoce. D'accord? C'est très simple. Donc, l'élongation du brin tardif dans le sens inverse. Le brin matrice doit également être lu dans le sens 3', 5'. Donc, elle va le lire ou djijayan. Donc, l'ADN polymérase 3 qui sera également responsable de l'élongation du brin tardif. De cette manière, sa synthèse sera segmentée en fragments de taille relativement constante. Ce sont les fragments de Okazaki. À chaque segment, il y a recrutement d'une primase pour la synthèse d'une amorce d'ARN constituée de 100 à 50 nucléotides. Les amorces vont être détruites par des protéines à activité ribonucléasique telles que les aérenases. Et l'ADN polymérase 1 va compléter la brèche entièrement. Donc la 3
elle fait l'action principale, qui est la synthèse des fragments d'Okazaki. Les brèches laissées par la 3, elles vont être complétées par la 1. La dernière liaison phosphodiester entre l'extrémité 5' du premier fragment et l'extrémité 3' du deuxième fragment, ce qui correspond à l'épissage, sera réalisée par la ligase. La ligase, elle lie, c'est de la colle. C'est de la colle, qui m'a on a la prof de biochimie. Les ligases sont de la colle. Ah non, c'était la prof de génétique. La ligase, c'est de la colle. Elle va lier la dernière partie. Donc, le brin tardif. Le brin tardif, comment il est? Le brin précoce, c'est simple. Hein. J'ai un primer, un seul primer. D'accord? Le primer, c'est de l'ARN. Ensuite, je commence à synthétiser de l'ADN après le primer. L'ADN est synthétisé par l'ADN polymérase 3. D'accord? Le primer doit être remplacé par de l'ADN. L'ADN va être remplacé par la polymérase 1. Bon, dans un seul sens, un seul primer, un seul début, une seule fin. Dans le sens inverse, j'ai plusieurs débuts et fins. Début, fin. Donc je vais synthétiser des petits fragments d'ADN. Ces petits fragments d'ADN, je les appelle les fragments d'Okazaki. Je les appelle comment fragments d'Okazaki. Les fragments d'Okazaki nécessitent des petits primers. Les primers sont synthétisés par des primases. Donc, primer Okazaki. D'accord? Donc, la rupture, les fragments, les primers vont disparaître et il y aura des brèches entre les fragments d'Okazaki qui étaient occupés par les primers. Ces brèches, elles vont être synthétisées sous forme d'ADN par la polymérase 1. D'accord? Donc j'ai l'action de la polymérase, l'action de la primase, ensuite l'action de l'ADN polymérase 3, ensuite il y aura l'action de la polymérase 1 qui va remplacer les primers par de l'ADN, ensuite il y aura la ligase qui va lier les différents fragments d'Okazaki. D'accord? Quelles sont les actions? Donc j'ai l'action de la primase, ensuite la polymérase 3, ensuite la polymérase 1, ensuite la ligase. D'accord? On reprend. Allez. Primase, polymérase 3, polymérase 1, ligase. Sur le brin, oui, il va surtout remplir les brèches laissées par la polymérase. Donc, quel est l'ordre? Primase, 3, très bien. D'accord? Primase, polymérase 3, polymérase 1, ligase. Très bien. Terminaison, le terminateur est le site de fixation terminator et le site de fixation de la protéine TEUS qui reconnaît les régions terminales. Chez Escherichia coli, la partie entre les deux terminateurs n'est d'abord pas répliquée. D'accord? Les deux ADN circulaires sont ainsi associés. On utilise alors la topoisomérase 2 pour les dissocier. Donc la topoisomérase 2, elle est impliquée dans la dissociation de la région terminale. La topoisomérase 2, elle est impliquée dans la dissociation de la région terminale. L'ADN polymérase 1 complétera ensuite les parties non répliquées. D'accord? On reprend le terminateur et le site de fixation des protéines TES qui reconnaît les régions terminales. Chez Escherichia coli, la partie entre les deux terminateurs n'est d'abord pas répliquée. D'accord? Les deux ADN circulaires sont ainsi associés. On utilise la topoisomérase pour les dissocier. L'ADN polymérase 1 complétera ensuite les parties non répliquées. C'est-à-dire qu'entre les différentes parties, il y a plusieurs régions terminales. Entre ces régions terminales, il y a de l'ADN qui va être répliqué. Ces régions terminales sont compactées. Il y aura la topoisomérase 2. Elle va les décompacter. Elle va exposer l'ADN. Il y aura la topoisomérase 1. Il y aura la polymérase 1, elle va terminer la synthèse de l'ADN, et c'est bon. J'aurai une synthèse d'une ADN et un arrêt de la fonction de la synthèse parce que je suis arrivé à la région terminale. Donc la région terminale, elle est comment? Elle est associée. Il y aura la topoisomérase 2, elle va la dissocier. Ensuite, il y aura l'ADN polymérase 1 qui va la lire et la fixer. Ensuite, il y aura arrêt de la fonction. D'accord? Régulation de la réplication chez Escherichia coli.
Méthylation des séquences GATC au niveau de l'origine de réplication. La méthylation est un mécanisme de régulation très important dans les acides nucléiques. Très bien, l'initiation de la réplication nécessite la méthylation des séquences GATC. Donc j'initie la réplication par de la méthylation. Deux brins par la protéine d'âme, DNA, adénine méthylase. Donc elle va fixer une fonction méthyle, d'accord? L'hémiméthylation bloque la réinitiation. Donc je peux initier par la méthylation. L'hémiméthylation va bloquer la réinitiation. Une fois qu'elle est méthylée, je ne peux pas la réinitier puisqu'elle est déjà méthylée, d'accord? Donc c'est des mécanismes de régulation. La méthylation déclenche la synthèse et empêche le redéclenchement de la synthèse. Je dois déclencher la réplication une seule fois, d'accord? Rôle de la DNA. L'accumulation de DNA induit l'initiation de la réplication. Le promoteur de DNA contient aussi des séquences GATC. Donc la DNA, c'est quoi la DNA? Aïe. Ouverture de la double hélice et formation de la fourche est permise par la reconnaissance de l'origine par les DNA. Vous voyez? C'est des protéines de reconnaissance du début, la DNA. C'est des protéines de reconnaissance de début. D'accord? Donc, ces protéines du début, leur accumulation va induire l'initiation de la réplication. Donc, comment je peux réguler l'initiation de la régulation? Je peux activer l'initiation comment? En accumulant, en augmentant le nombre de protéines qui initient. C'est quoi les protéines qui initient? C'est les DNA A. C'est les DNA A. Donc, accumulation de la DNA A, reconnaissance des sites de DNA A et initiation de la réplication. D'accord? Le processus de la réplication, le DNA A, je ne sais pas pour topoisomérase, elle défait. La DNA A, c'est des protéines de reconnaissance. La topoisomérase. D'accord? On m'a dit elle a d'autres moyens d'être régulée. Quand elle est compactée, la molécule d'ADN, est-ce qu'elle peut fixer les molécules? Oh non. D'accord? Très bien. Là, enfin, la réplication eucaryote, تاعكم انتم احنا les prokaryotes خلاص maintenant quand moi les eucaryotes, d'accord? L'ADN polymérase eucaryote. On va voir les caractéristiques de l'enzyme chez les eucaryotes. L'ADN polymérase y est présente dans les mitochondries, mais est codée par un gène nucléaire. L'ADN polymérase est située dans la mitochondrie, mais elle est codée par des gènes nucléaires. Elle est impliquée dans la réplication de l'ADN mitochondrial, d'accord? L'ADN polymérase a une fonction, ou je préfère dire, où l'ADN polymérase a une fonction, c'est très mal rédigé. L'ADN polymérase a une fonction de primase, d'accord? Donc ici la primase ce sera une ADN polymérase et non pas une ARN polymérase comme chez les prokaryotes. Chez les prokaryotes on initie par de l'ARN, ici on initie par de l'ADN. Les ADN polymérases delta et epsilon sont responsables de la réplication du brin précoce et les fragments de Kawasaki. L'ADN polymérase delta est très processive en présence de PCNA et de l'ADN polymérase epsilon est très processive en l'absence de PCNA. Le PCNA, Proliferating Cell Nuclear Antigen, est une molécule qui augmente fortement la processivité. Donc la PCNA, c'est quoi? C'est une molécule qui agit sur les différentes polymérases. Chez les eucaryotes, j'ai combien de polymérases? J'ai 5. Alpha, bêta, delta, gamma et epsilon. D'accord? Et epsilon. Si
polymérases, elles ont une régulation différente. D'accord? On nous dit que la delta, elle est activée par les PCNA. D'accord? Alors que l'epsilon elle n'est pas régulée par la PCNA. D'accord? L'epsilon, elle est très active même en l'absence de PCNA. Donc la PCNA, son rôle, il intervient surtout où? Dans l'activation de la delta. Ah, il s'est écrit. D'accord? Ouais, on en a vu combien? On a vu la gamma. La gamma, elle est située où? Dans la mitochondrie. La gamma est impliquée dans la synthèse de l'ADN mitochondrien. Donc, on la laisse là, gamma. D'accord? Lisez. L'ADN polymérase gamma est présente dans les mitochondries. Mais tout le reste n'est pas important. D'accord? L'ADN polymérase delta et epsilon sont responsables de la réplication du brin précoce et des fragments d'Okazaki. D'accord? On va il a parlé de PCNA. On a parlé de 3 ADN polymérases. La gamma, la delta et l'epsilon. La gamma, la delta et l'epsilon. La gamma, elle est responsable de la synthèse de l'ADN mitochondrien. D'accord? L'epsilon et la delta, elles sont responsables de la synthèse de l'ADN nucléaire normal. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Epsilon et gamma, elles sont régulées par le PCNA. Bon, l'epsilon, elle n'est pas régulée par le PCNA. La delta, elle est régulée par la PCNA. Elle est activée par le PCNA. On a la gamma, la delta, l'epsilon. Gamma, delta, epsilon. Gamma, elle est située dans la mitochondrie. Mais cette synthèse, elle est quoi au niveau du monde? Elle est présente au niveau de la mitochondrie. Elle est responsable de la synthèse de l'ADN mitochondrien. Je connais la gamma. La gamma. D'accord? Elle est présente au niveau de la mitochondrie. Gamma. Ensuite, où j'en ai? On a l'epsilon et la delta. Epsilon et delta, elles sont impliquées dans la synthèse de l'ADN par précoce et tardif, c'est-à-dire les fragments d'Okazaki. Il y a une molécule de régulation, c'est la PCNA. La PCNA, qu'est-ce qu'elle régule? Elle régule surtout, elle active la polymérase delta et non pas epsilon. Je reprends. Allez, vous suivez, s'il vous plaît. La polymérase gamma est impliquée dans la synthèse de l'ADN mitochondrial, elle est située dans la mitochondrie. 1. 2. La gamma et la delta synthétisent le brin précoce et les fragments d'Okazaki. D'accord? Troisième information, la delta est régulée par le PCNA. D'accord? Les télomères. Les chromosomes raccourcissent à chaque division cellulaire. Vous voyez, à chaque fois que j'avance dans l'âge, à chaque fois que mes cellules se divisent, les télomères se raccourcissent. Les télomères se raccourcissent. Si l'extrémité des chromosomes était libre, il y aurait perte du matériel génétique. D'accord? Les chromosomes présentent ainsi ce qu'on appelle les télomères, dont leur taille et leur nombre de réplication, qui est relié l'un à un autre, sont très importants. En effet, lorsque le télomère disparaît, la cellule meurt par apoptose. Le télomère, c'est quoi? Le télomère, c'est la partie la plus distale des chromosomes. C'est la partie la plus distale des chromosomes. C'est la partie la plus distale des chromosomes. Cette partie la plus distale des chromosomes, elle protège le corps. Non, le corps? Cette partie la plus distale du chromosome, elle protège le chromosome. Hein? Elle protège le chromosome, mais aussi elle rétrécit avec les divisions. Donc la cellule commence à se diviser, rétrécissement, division, rétrécissement, division, rétrécissement, division, rétrécissement. À un certain moment, les télomères ne sont pas plus du tout importants et il y aura apoptose. La cellule avec les télomères qui sont courts vont déclencher leur mort cellulaire par apoptose. D'accord? Elles vont déclencher leur propre mort cellulaire par apoptose. C'est pour cela que comme les télomères, la dernière fois, qu'est-ce que j'avais dit? Que les télomères étaient impliqués dans la... Vous oubliez, hein? Dans le vieillissement et la mort. On avait parlé de mort. Mais vous n'aimez pas, hein? Préférez parler de la vie. Pof. Donc dimanche, lundi, mardi. Donc mardi, ce sera le ménage chez la biochimie.
C'est comme isolez-vous, même le premier jour de l'Aïd, essayez de bosser celui-là. On vous a acheté un mouton cette fois ou pas encore? Vérifiez et dis-moi. Dans la cité? Bon, on continue. Très bien. Les télomères ont différents, on va préciser le rôle. Maintenir l'intégrité des informations. On avait parlé des moutons l'année dernière. Et c'est bizarre, c'était dans une séance de biochimie. Si vous vous en souvenez. On faisait des lipides. Oui. On a parlé des moutons. Pourquoi on égorge, nous les musulmans, les moutons? Ah, oui. Qui a vu la vidéo? Il m'a entendu. Vous? Je lui parlais à lui. Voilà. Ah, c'est bien. Donc non, elles vous ont entendu dans les vidéos. Tu es connu. Parce qu'elles vont être publiées, et puis les gens vont regarder, et puis ils vont dire: ah, c'est qui ce monsieur? Donc tu es devenu célèbre. Ah, on continue. Donc les télomères sont différents. Les télomères possèdent différents rôles. Maintenir l'intégrité des informations génétiques. L'intégrité, pourquoi? Parce qu'ils protègent l'ADN. Protéger l'ADN vis-à-vis des exonucléases. Donc les exonucléases ne peuvent pas venir dégrader l'ADN parce qu'il y a les télomères. D'accord? Éviter les fusions de chromosomes au niveau des extrémités. Les chromosomes ne peuvent pas fusionner parce qu'une une molécule d'ADN, elle attire une autre molécule d'ADN et ils peuvent se fixer. Les télomères vont empêcher ça. D'accord? Rôle dans l'organisation de la chromatine durant l'interface par interaction avec la membrane nucléaire. D'accord? Tout ça, c'est pas important. L'essentiel, les télomères sont là. Ils protègent l'ADN. Ils sont présents au niveau de l'extrémité. Ils réduisent avec l'âge et avec les divisions. Leur réduction est impliquée dans la mort cellulaire. D'accord? Attention, les télomérases ne sont pas actives dans les cellules différenciées. Donc, une cellule différenciée, elle n'a pas à avoir une partie qui dégrade ses télomères. Parce que la dégradation des télomères veut dire mort cellulaire. D'accord? Donc, elles ne sont pas actives dans les cellules différenciées. Les télomérases, elles ne vont pas dégrader les télomères parce qu'il n'y aura pas de division, il n'y aura rien. D'accord? Je ne vais pas provoquer moi-même ma mort. Les télomérases ne sont pas actives dans les cellules différenciées. Donc, on a cité quelques caractéristiques. Pour le reste, c'est la même chose. C'est la même chose entre les eucaryotes et les prokaryotes. On va voir maintenant les virus. On va parler des rétrovirus. Parce que si c'est des virus à ADN, ce sera la même chose aussi. D'accord? On va parler des rétrovirus. Les rétrovirus, on avait parlé de rétro, ça veut dire que je vais revenir en arrière. De l'ARN vers l'ADN. De l'ARN vers l'ADN. Les rétrovirus sont des virus à ARN monocaténaire. Ce sont des virus à ARN monocaténaire. Dont le génome passe au cours du cycle viral par une intégration sous la forme d'ADN. D'accord? Les rétrovirus sont des virus ARN monocaténaires. Ce sont des virus à ARN. Cet ARN est monocaténaire, un seul brin. D'accord? Dont le génome passe au cours du cycle viral par une intégration sous forme d'ADN. Il y aura intégration du virus. Le virus va entrer dans la cellule. Il va se décapsider. Il va libérer son ARN. L'ARN, via la transcriptase reverse, va synthétiser une molécule d'ADN. La molécule d'ADN va se dupliquer. Elle va fusionner. En fusionnant dans l'ADN de la cellule hôte, elle va constituer le provirus. Ensuite, le provirus va être traduit. La traduction va donner des protéines. Les protéines plus les ARN formés à partir du provirus vont fusionner. Elles vont entrer dans une nouvelle capside. Cette capside sera éjectée par exocytose et j'aurai un nouveau virus. C'est ça le cycle viral du virus de l'immunodéficience humaine. D'accord? Donc, je vais avoir un ARN. L'ARN, il va produire de l'ADN. L'ADN, il va fusionner avec l'ADN de l'autre. Vous voyez, il y aura fusion de l'ADN du virus avec l'ADN de l'autre.
Donc mon ADN, ma cellule, va commencer à synthétiser les protéines de ce virus. D'accord? C'est pour cela que ce n'est pas guérissable. On ne guérit pas du sida. On ne guérit pas du sida pour l'instant. D'accord? C'est parce que l'ADN est intégré dans notre ADN, il y aura une constitution. Le sida est aujourd'hui considéré comme une maladie chronique. D'accord? On traite très bien le sida grâce aux antirétroviraux, un bon traitement, un bon suivi. Les sujets peuvent vivre très normalement. On surveille le taux de CD4 et la charge virale. D'accord? Et ils peuvent vivre normalement leur vie. Donc, on peut vivre une vingtaine d'années, une trentaine d'années avec le VIH. D'accord? Il faut juste avoir une bonne hygiène de vie. Le plus connu de ces rétrovirus est le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, ou virus du sida. D'accord? Ce qui est important dans le sida, qu'est-ce qu'il faut dire dans le sida? C'est le côté éthique. Vous, en tant que médecin, la considération du sida, elle est très importante. Comme un sujet qui est sidéen, on ne cherche ni comment il a été contaminé, ni pourquoi il a été contaminé, ni si c'est un homme, ni si c'est une femme. On le traite. D'accord? On doit traiter. Notre fonction est de traiter et non pas de juger. Donc, la marginalisation des sidéens est très importante à travers le monde. Et surtout, ce qui nous importe pour l'instant, c'est l'Algérie. On refuse d'opérer les sidéens. D'accord? Parce qu'on a peur de se piquer. On refuse de soigner les sidéens. Donc ils sont marginalisés. Donc vous devez lutter contre ça. Vous avez choisi ce métier, et bien vous vous débrouillez. Un sujet qui... Il peut vous le cacher. Hein. Bon, d'habitude on réalise des tests, d'accord? Des tests rapides. On peut pas se permettre, avant d'opérer, de réaliser des ELISA, d'accord? Mais on fait des tests rapides avant chirurgie. Si le sujet est sidéen, on fait attention et on opère. D'accord? Il ne faut pas refuser d'opérer. Pour l'instant, ça vous paraît évident. Mais quand vous serez chirurgien, aucun d'entre vous seront peut-être chirurgien, vous verrez que c'est très difficile d'accepter d'opérer un sidéen. D'accord? C'est très difficile. Donc, c'est une philosophie qu'il faut acquérir. D'accord? Si vous choisissez la chirurgie, si vous choisissez un métier où votre exposition augmente, parce que déjà là, vous êtes exposé. Un métier d'exposition plus importante, c'est-à-dire que si vous faites de l'immunologie, de la microbiologie, si vous faites de l'infectiologie et surtout si vous faites de la chirurgie, toutes ces spécialités, c'est des spécialités où nous sommes exposés. Donc vous n'avez pas le droit de marginaliser les patients. D'accord? Comment on combat le sida? Par la sensibilisation. Nous, en tant que médecins d'abord. Par la sensibilisation. Vous devez sensibiliser les patients. Vous êtes une campagne. Votre vie, on n'a pas besoin de campagne publicitaire. Oui, c'est bien. La journée internationale du sida, mais vous, en tant que praticien de la santé, vous devez parler du sida tous les jours, à chaque patient que vous rencontrez, dans chaque situation, dans les maladies sexuellement transmissibles, dans l'éducation sexuelle qui est très importante chez l'enfant et chez l'adolescent, qui est malheureusement très absente dans nos programmes scolaires. D'accord? En Algérie, il y a les mosquées qui font ce travail. Bon, mais il n'y a rien qui est législatif ça, mais c'est bien. L'éducation sexuelle, elle est pratiquée dans la prêche de la mosquée, ce qui est une chose très importante, c'est très bien. Mais les Algériens, malheureusement, la famille, elle fuit la question sexuelle. Il doit y avoir une éducation sexuelle parce que si l'enfant n'apprend pas la sexualité adéquate au sein de sa famille, où est-ce qu'il va l'apprendre? Il va l'apprendre sur Internet, il va l'apprendre dehors, malheureusement, et quand on l'apprend de ses sources, on l'apprend mal. Et c'est ça la source des perversions.
C'est ça la source des maladies et c'est ça la source des comportements inadéquats. Donc il faut assurer à l'enfant une bonne éducation spirituelle, une bonne éducation psychologique, une bonne éducation sexuelle. Voilà, donc fonder une famille, il faut vous mettre dès maintenant dans la tête que fonder une famille ne se limite pas à tirer au tam ou créer le calasan. D'accord? À une fête de mariage. C'est beaucoup plus important que ça. C'est un projet de vie. Il faut penser aux enfants que vous pourrez éduquer. D'accord? C'est une très lourde responsabilité de donner un élément à la société qui peut être un élément fondateur, un élément de réforme et qui peut détruire la société. Donc l'éducation, elle est très importante. Donc on combat le VIH, on combat le sida par sensibilisation, par la bonne éducation sexuelle, les bons comportements, d'accord, par la sensibilisation dans notre travail et dans notre pratique courante, c'est-à-dire dans notre vie et dans notre travail. Dans notre vie, l'abstention, la fidélité, l'utilisation de préservatifs, etc. Il ne faut pas, dans la sensibilisation, dans la prise en charge du sida, nous considérons comme des êtres humains, seulement des êtres humains qu'il faut traiter. Mais il y a toujours, au-delà de ça, il faut impliquer l'aspect spirituel, il faut impliquer l'aspect social, il faut impliquer l'aspect religieux. L'éducation, la pression sociale, elles sont là et elles doivent être exercées pour combattre ces fléaux. D'accord? Parce que vous allez voir, ce n'est pas la peine d'en parler maintenant, mais vous allez voir en infectiologie que pour le VIH, il y a des foyers en Algérie. D'accord? Il y a des foyers en Algérie comme il y a des foyers partout dans le monde. Donc, certaines régions, il y a en Algérie des régions où il y a plus de VIH que d'autres, à cause de certaines situations sociales, à cause de certains comportements sociaux, à cause de certains comportements sexuels. Donc tout ça, vous devez le connaître, et tout ça, vous devez le subir, et tout ça, vous devez y agir. D'accord? Donc vous êtes responsable de votre société en choisissant ce métier. D'accord? Donc VIH, sensibilisation, comportement, éducation. Sensibilisation, éducation, comportement. On continue. Très bien. La réplication, on retourne un peu à la microbiologie et aux acides nucléiques. La réplication du matériel génétique des rétrovirus permet ainsi le passage d'une molécule d'ARN simple bras à un ADN double bras, et ceci grâce à trois principales enzymes. Et ils vous les ont citées. Hein? D'accord. L'ADN polymérase ARN dépendante. C'est quoi l'ADN polymérase ARN dépendante? C'est une ADN. C'est ça la transcriptase reverse. Elle va produire de l'ADN à partir de l'ARN. Donc elle va réaliser l'inverse de la transcription. C'est pour cela qu'on appelle transcriptase reverse. Transcriptase inverse, responsable de la transcription reverse de l'ARN viral. Elle va produire de l'ADN à partir de l'ARN du virus. Elle a la caractéristique de synthétiser dans la direction 5' vers 3', comme la polymérase. Elle nécessite une amorce, une matrice, ainsi que des désoxyribonucléotides triphosphate. C'est la matière première de la synthèse de l'ADN. Elle ne présente par contre pas d'activité exonucléasique. Voyez, donc elle ne peut pas réparer ce qu'elle fait. Ces erreurs sont irréparables. C'est pour cela qu'elle réalise des erreurs et elle va me synthétiser des molécules d'ADN différentes. L'IOMA, elle synthétise cet ADN, demain un autre ADN, après-demain un autre ADN. C'est pour cela que c'est très difficile de guérir, c'est impossible de guérir du VIH. Une RNase responsable de la lise de l'ARN viral, une ADN polymérase ADN dépendante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compléter la première chaîne par une autre chaîne, responsable de la formation de l'ADN bicaténaire double bras, qui sera intégré dans le génome par une enzyme qui s'appelle l'ADN intégrase, par l'intégrase. Très bien. On va terminer avec la réparation. Avec la réplication, on va voir la réparation.